Jupi, merci de m'accorder de ton temps pour cette nouvelle entrevue de Guerrière Pacifique. Bonjour Maëlan, bonjour tout le monde, avec plaisir. Alors pour te présenter brièvement, et après je te laisserai parler de ton parcours et un peu qui tu es, mais pour faire simple, donc tu es enseignante des arts taoïstes, tu es acupunctrice, et surtout ce qui fait ton originalité, en tout cas moi ce qui m'a interpellée dans ton parcours que j'ai découvert grâce à Simon, Lucas, c'est le fait que tu aies vécu 9 ans en immersion au temple taoïste, donc des cinq immortels, donc à Wodang. Et du coup, avant qu'on rentre un petit peu dans le thème de la vidéo qui est le Tao, le taoïsme et les pratiques qu'on peut faire au quotidien, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ton parcours, comment on en arrive à vivre en immersion dans un temple au fin fond de la Chine et à devenir enseignante taoïste. Alors bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Loane. Alors le parcours, en fait ça n'a pas d'importance. Tu sais, si tu rencontres un taoïste en Chine, de façon culturelle, il y a des questions qui ne se posent pas. Et dans les questions qui ne se posent pas, il y a la question de tu viens d'où? C'est quoi ton histoire avant d'être taoïste? Et t'as quel âge? C'est typiquement les questions qu'on ne pose pas à un taoïste, parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Je te le dis parce que je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait cet aspect-là, où dans le sens où on a souvent l'envie inverse, on a envie de savoir c'est quoi l'histoire d'une personne, c'est quoi son parcours, c'est quoi son individualité, sa personnalité, les moments de son histoire qui l'ont construite et tout ça. Et en fait, dans le taoïsme, on s'en fout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de déposer son histoire personnelle, toutes les choses qu'on estime nous avoir construites et qui nous définissent, de sortir de ça, ça permet aussi de récupérer beaucoup d'énergie et de récupérer beaucoup de pouvoir. Donc voilà, je voulais vous le dire quand même. C'est une façon de se désidentifier, du coup, de décoller un peu l'identification. C'est ça. L'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon. C'est d'arrêter d'avoir une histoire qu'on se raconte à propos de soi-même, en fait. Bon, mais comme moi, je suis pas taoïste, et que moi, j'aime bien connaître... Donc, je te réponds. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, est-ce que tu as envie de répondre? Voilà, après moi, c'est sûr, c'est ma curiosité personnelle et moi justement, j'aime bien connaître le parcours des personnes qui le rend vivant et qui permet un peu d'avoir l'histoire. Après, j'ai envie de dire, tu dis ce qui te paraît intéressant à partager sur toi, quoi. Je m'en étrangle en buvant mon thé, du coup. Pour la faire un petit peu courte, je viens d'où? Moi, je suis d'origine franco-vietnamienne. Je suis née à Paris, d'un père vietnamien et d'une mère française. Oui, voilà, comme ça. Puis quoi d'autre? Écoute, quand j'étais plus jeune, en fait, je pense vraiment ce qui m'a amenée à toute cette histoire, c'est que en fait, depuis que je suis vraiment petite, tu sais, tu viens au monde et puis tu regardes comment les choses se passent autour de toi, et puis tu apprends des choses et tu essaies de comprendre un certain nombre de choses. Et moi, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas. Ou alors, si je les comprenais, que j'avais beaucoup de mal à admettre. C'est-à-dire que je trouvais que la société vraiment fonctionnait avec des valeurs qui étaient un peu la tête à l'envers. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à me retrouver là-dedans. En fait, je n'étais pas d'accord. Et c'est beaucoup ça, en fait, qui m'a aussi... Et puis, j'avais beaucoup de questions aussi sur moi-même, sur l'existence humaine, sur qu'est-ce que je fais là, sur quelle est la valeur de mon existence, quel est le sens de tout ça. Et puis, je voulais des réponses. Et puis, j'avais des questions sur comment est-ce que le monde tournait, pourquoi est-ce qu'il était dans l'état dans lequel il est, pourquoi il y avait autant de souffrances très réelles qui étaient visibles, pourquoi est-ce que la nature était aussi saccagée et aussi passée au second plan. J'avais quand même toutes ces questions. Et donc, très jeune, en fait, au début, c'est un questionnement qui m'a beaucoup porté vers l'extérieur, donc dans une recherche, dans l'action, en fait, vers l'extérieur, où j'ai été activiste. Ensuite, j'ai été coordinatrice de projets pour des ONG de solidarité internationale, donc j'ai surtout travaillé avec des femmes. J'ai travaillé dans les milieux de la prostitution, beaucoup en Asie. J'ai travaillé dans des milieux de guerre aussi, sur des terrains de guerre.
parce que j'avais un vrai besoin d'être confrontée en fait à ces questions-là de façon très directe. Je voulais savoir comment on guérit, comment on survit, pourquoi est-ce que la guerre existe, pourquoi est-ce que les inégalités existent, comment est-ce qu'on peut les défaire, comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec la nature, etc. Et puis petit à petit, en fait, c'est au fur et à mesure de ce parcours-là, si tu veux, qui m'a amené en fait dans plein d'environnements différents, mais tous assez intenses, vraiment intenses, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Je constatais en fait qu'il y avait une force, si tu veux, de guérison, de résilience à l'intérieur de certaines personnes, peut-être plus que d'autres, qui leur permettait d'être des moteurs pour leur communauté, d'être des lumières en fait, un peu de générer de l'énergie pour une guérison plus collective et pour la leur aussi. Puis petit à petit, mes questionnements en fait, en constatant ça, m'ont fait me tourner vers la spiritualité et donc vers les spiritualités orientales, vers le bouddhisme, vers les méthodes de guérison naturelle qu'on trouve en Orient, donc aussi vers la médecine chinoise, vers l'Inde, vers les traditions hindoues, etc. Et donc j'ai commencé à explorer ces traditions-là en continuant à travailler donc en tant que coordinatrice de projet pour des ONG. Et puis de fil en aiguille, en fait, si tu veux, j'ai été mise en contact avec le Temple des Cinq Immortels et celui qui allait devenir mon maître taoïste. Et je suis atterrie là-bas pour commencer à étudier là-bas. Pour la faire très très courte. Du coup, alors tout le monde a déjà entendu parler de l'expression Tao, mais c'est quoi en fait? Parce que souvent on dit, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, mais du coup, c'est un peu comme on ne demande pas à un taoïste son parcours, mais c'est pas grave, du coup, je pose quand même la question. Comment définir le Tao? Parce que pour moi, le Tao, en tout cas de ma compréhension, ça veut dire la voix, mais du coup, de quoi on parle? C'est quoi le Tao? En tout cas, toi, comment tu le définis? Alors, Si tu veux bien le définir. oui. On va essayer. En fait, sémantiquement, si tu veux, il y a plusieurs niveaux de compréhension. C'est-à-dire qu'il y a le niveau de base très simple où tu prends le mot Tao ou Dao et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le chemin ou la voie. Et ça, c'est un mot en Chine que tu vas retrouver, c'est un mot très courant. Comme la rue, par exemple, ta rue qui s'appelle rue, je sais pas moi, rue des chevaliers brillants, et ben ça va être le Dao des chevaliers brillants. C'est le chemin en fait. Tu vois, c'est un mot qui est très courant. Après, dans le taoïsme, vraiment, c'est un mot qui a été utilisé par Lao Tzu dans le Tao Te Ching pour vraiment désigner, si tu veux, la totalité, le tout. Le Tao, c'est le grand tout, qui est tellement le grand tout et qui contient tellement tout, du plus minuscule au plus gigantesque, que c'est presque impossible pour nous à penser, et donc impossible à nommer. Et donc, on va utiliser un mot courant pour le nommer qui va être la voix. Et quand même, ce qui est intéressant dans ce choix de mots, c'est que du coup, ça donne l'idée que la totalité est déjà dans le chemin et que donc le résultat est aussi déjà dans la pratique. Mais alors, donc tu vois bien que tu as plusieurs niveaux. Puis après, tu as un petit niveau intermédiaire où le Tao, ça va vraiment être utilisé pour désigner la façon d'être ou la façon de fonctionner de quelque chose de spécifique. Par exemple, tu vas avoir, je sais pas moi, le Tao de... comment tu pourrais... Attends, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu aurais le Tao du sportif, ou le Tao du mathématicien, ou le Tao du gymnaste. C'est la pratique en fait. Voilà, c'est une façon spécifique, une voie spécifique. Ben, comme... le Tao du thé, la voie du thé, par exemple. Donc, tu vois, tu as des niveaux différents, en fait. Tu as le niveau très commun, presque vulgaire, c'est la rue, le chemin, la voie. Tu as le niveau intermédiaire, où c'est la voie spécifique d'une chose donnée. Et puis ensuite, tu as le niveau vraiment total, donc le niveau du taoïsme, en réalité, où là, c'est vraiment le tout, c'est le grand tout, c'est la totalité. En fait, ça nous donne déjà, c'est l'idée de quelque chose qui se génère de par lui-même. Là, c'est un peu comme si tu regardes la nature, elle se génère de par elle-même, et puis on peut vraiment l'appréhender par ses manifestations. Donc on voit que le Tao, c'est la totalité des choses, en fait, qui sont manifestées de 1000 façons différentes, de 10 000 façons différentes, en fait, même disent les Chinois, et en constante transformation, et en constante interdépendance.
Donc le Tao, on peut vraiment le toucher, si tu veux, dans son aspect visible, dans son aspect tangible, manifesté, et puis dans l'aspect invisible aussi qui relie toutes les choses, dans le sens où toutes les choses se transforment les unes dans les autres. Donc il y a toujours cet aspect d'interdépendance, de transformation, de visible et d'invisible dans l'unité. C'est quand même une vision du monde, tu vois, qui est très différente de celle d'un Dieu créateur, par exemple. Où tu as une entité extérieure qui va créer quelque chose. Tu as quelque chose qui est l'objet de sa création. Où là, on est dans une unicité totale, en fait. Tu vois, où tout est un, et le un se génère de lui-même de par sa propre source. Et l'être humain, à l'intérieur de ça, est juste une des petites manifestations dans ce flux de transformation qu'est ce grand un. Je dis ça parce que quand même, ça pose une certaine base. Alors après, la question du Tao comme philosophie. En fait, je pense que déjà, il faut vraiment s'entendre sur qu'est-ce que veut dire le terme philosophie. Dans le sens où, si on prend la signification, tu vois, ancienne du terme philosophie, c'est-à-dire la signification des Grecs, de l'Antiquité, la philosophie, c'est quelque chose qui engage ta vie entière. Les écoles de philosophie des Grecs de l'Antiquité, c'était des écoles où on réfléchit sur le monde, on élabore une métaphysique, on cherche à trouver les principes, tu vois, de la manifestation du monde, et à partir de ces principes, on va en découler la façon dont on doit vivre notre vie. C'est ce qui va vraiment donner du sens à notre vie, et ça devient un mode de vie, ça devient des actes. Ça va façonner son existence. Alors que plus tard, dans le roulement de la pensée occidentale, si tu veux, la philosophie, ça devient vraiment plus quelque chose comme un pur travail intellectuel. Oui, de la réflexion intellectuelle, mentale. Alors, là, si on en arrive là, le taoïsme n'est plus du tout une philosophie. Parce que le taoïsme est vraiment, on peut dire que c'est une philosophie au sens des Grecs anciens. Oui, de mode de vie. Où c'est quelque chose, où c'est une réflexion, tu vois, une cosmologie, une métaphysique, une vision du monde qui ensuite va engager une pratique, qui va engager ton existence et qui va vraiment donner des lignes directrices pour vivre ta vie. Et justement, quelles sont les lignes directrices ? Alors, les lignes directrices, il y en a plusieurs, tu vois, mais sur cette histoire de philosophie, le Tao, comment te dire ? Parce que le taoïsme, c'est vraiment un courant qui est très ancien. Et souvent, en fait, on connaît peu tous les aspects qui sont inclus, si tu veux, dans le taoïsme. Donc, il y a cet aspect philosophique, vraiment. Mais en fait, les racines du taoïsme, elles sont dans le chamanisme. Le taoïsme, c'est avant tout un chamanisme. Le taoïsme, c'est une mystique. C'est une mystique de la nature, c'est une mystique de l'énergétique, c'est une mystique cosmique à la base. Ensuite, ça devient une philosophie qui va vraiment élaborer une métaphysique et une cosmologie. Donc avec un grand 1, tu vois, qui se génère lui-même, qui englobe toute chose, qui est guidé par certains principes fondamentaux, comme celui de la dualité, tu vois, le yin-yang, cette espèce de dynamisme des opposés qui va générer toute la manifestation. Et puis ensuite, à l'intérieur de ces manifestations, tous les mouvements d'énergie, tous les mouvements de la transformation. Et les taoïsmes, en fait, vont beaucoup s'intéresser à ça, en fait. Ils vont s'intéresser au vivant. Le taoïsme, c'est vraiment une tradition du vivant, c'est une tradition de la vie. Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est comment est-ce que la vie se manifeste, comment elle se déploie, selon quels principes, comment est-ce qu'elle se transforme, et en premier lieu, en nous-mêmes. Tu vois, où nous, en tant qu'êtres façonnés par la vie, on est des petits bouts de vie. Comment est-ce qu'on va pouvoir saisir ces principes en nous-mêmes? Comment est-ce qu'on va vivre nos vies en fonction de ça? Tu vois, donc avant, parce que, encore une fois, avec cette notion de philosophie, dans le taoïsme, il y a bien sûr toute une tradition écrite. Donc, il y a beaucoup d'écriture, il y a des textes, il y a des enseignements, mais il y a vraiment une dimension très orale, qui est directe, qui est immédiate, qui est énergétique et qui est vivante de la transmission et de ce que c'est que le taoïsme. Alors, les grandes lignes, je pense que, en fait, disons qu'il y a... Tu veux, à partir de ce substrat fondamental, qu'on pourrait presque appeler la métaphysique taoïste et la cosmologie taoïste, tu vas avoir un certain nombre de disciplines qui vont être développées. Tu vas avoir la médecine, tu vas avoir la géomancie, tu vas avoir l'astrologie, tu vas avoir les arts martiaux, etc. On pourra revenir dessus un petit peu plus tard, si tu veux. Mais en deçà même de ça, si tu veux, il y a quand même une colonne vertébrale fondamentale. Et c'est celle que l'objectif du taoïsme, c'est quoi? C'est ce que j'ai demandé. Et oui. L'objectif du taoïsme, c'est quoi? Et ben, ça va être vraiment de retourner à l'unité. De pouvoir, si tu veux, retourner à l'union
avec l'unité, avec la source, dans l'expérience directe, dans l'expérience vivante. C'est vraiment ça l'objectif. Et comme on en parlait tout à l'heure, où on est vraiment dans une vision unitaire, où tout est un flux de transformation, tu vois, il va s'agir aussi de bien saisir en fait les transformations de l'énergie, les mouvements de l'énergie, pour soi-même en tant qu'être humain retourner à la source de façon complète, donc par sa propre transformation intérieure. En tout cas, on peut dire que l'objectif, ça va être l'union avec l'un, le retour avec l'un, le retour à la source. Et après, avec ça, pour ça, si tu veux, dans la vision taoïste, il y a vraiment une posture fondamentale très basique et qui, je pense, en fait, est très actuelle, qu'on peut résumer en fait en 2-3 grandes lignes. Et une de ces premières grandes lignes, c'est vraiment on la retrouve vraiment dans la relation à la nature. Où dans le taoïsme, il y a une révérence envers la nature. Où C'est en fait, beau. l'être humain est au centre du monde. Où l'être humain, c'est juste une partie de la nature. Et où il y a une vraie révérence avec la nature. Donc où la nature est spirituelle. Il y a un rapport mystique avec la nature. Et on cherche à avoir une connaissance de la nature. Donc déjà, ça c'est tout un rapport au monde, tu vois. Les taoïstes traditionnellement, ce sont des gens qui vivent dans des montagnes, qui vivent à l'écart des sociétés, qui vivent dans la nature et qui étudient la nature pour pouvoir se restaurer eux-mêmes en tant qu'êtres dans la nature. À partir de là, il y a un certain nombre de connaissances qui se déploient. Il y a quand même la connaissance de son propre corps, tu vois, de l'harmonie de son propre être, de son propre corps avec les cycles de la nature, donc de la santé, et puis de l'équilibre intérieur, ce qui n'est pas un petit aspect. Après, une grande dimension, si tu veux, qui est très liée à cette première dimension de la révérence et de la relation avec la nature, ça va vraiment être celle de l'humilité, dans le sens où on se rend compte que l'être humain, il est tout petit, dans un cosmos qui est gigantesque. Tu vois, face à une force de vie, qui est la force de vie de la nature, qui est phénoménale, et dont il est juste une petite expression. Et donc, à partir de là, il va y avoir une emphase, si tu veux, sur un mode de vie dans la sobriété et dans la simplicité. Où concrètement, ça se résume vraiment de cette façon-là. Où de choisir la sobriété, en fait, ça va être une direction vers plus de liberté intérieure, de connaissance de soi. On va vraiment pratiquer, en fait, de lâcher prise des désirs, de mettre de côté les désirs pour les choses artificielles ou les choses inutiles, au-delà des besoins basiques, simples, pour pouvoir avoir plus d'espace en fait. Plus d'espace en soi-même pour pratiquer et puis pour être éprouvé par la nature, pour être vraiment en contact avec la nature. Donc en fait, quelque part, il s'agit vraiment d'un mode de vie minimaliste et écologique. Les taoïstes, c'est les décroissants de toujours. Oui, et ça, c'est vraiment la base, en fait. C'est vraiment la base qui va être d'un mode de vie dont l'objectif, c'est vraiment le développement intérieur de la personne. C'est la culture de soi. C'est d'essayer d'explorer, nous, en tant qu'êtres humains, en tant que petite parcelle de vie, avec la petite parcelle de vie qu'on a reçue, qui nous permet d'être vivants, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de notre énergie? Quel est le potentiel de ça? Ouais. Et puis après, ça va très loin, quoi. Super. C'est vraiment être, j'allais dire, se rapprocher de notre nature avec un grand N. Quand tu parles, en fait, c'est vraiment être en harmonie avec la nature, mais avec notre nature originelle, en fait. Et donc, quand tu parles de sobriété, d'humilité, de simplicité, en fait, c'est vraiment se dépouiller, finalement, un peu pour faire le lien avec le début de la conversation, de se désidentifier à toutes les histoires que l'on se raconte à propos de soi, pour se rendre compte que on n'est pas qu'un corps, on n'est pas nos pensées, on n'est pas notre histoire, c'est se dépouiller, et donc de vivre le plus en harmonie avec la nature et du coup de retrouver notre nature. Oui, absolument. Et du coup, mais la question qui me vient, c'est est-ce que du coup, quand tu dis que le but ultime, c'est de faire un avec l'un, finalement, du coup, c'est quoi? Ça veut dire se désintégrer? Ça veut dire ne plus devenir humain?
c'est quoi le but en fait? De sortir de la condition humaine? C'est quoi ce qu'on appelle fusionner avec le un finalement? Parce que si on fusionne avec le un, j'imagine on n'est plus humain. Alors ça, c'est une question vraiment intéressante. Tu sais, dans le taoïsme, on parle des immortels. Mais en fait, c'est une drôle de traduction. Parce qu'en français, c'est traduit comme immortel. Enfin, moi, je trouve que c'est pas une très bonne traduction, parce que ça donne l'image qu'un immortel, ce serait quelqu'un qui serait plus mortel. Tu vois, qui va pas mourir, quoi. Mais en fait, en chinois, vraiment, un immortel, c'est... Déjà, le caractère, il est très simple. Dans le caractère, c'est un être humain sur une montagne. Et typiquement un taoïste, en fait, c'est-à-dire un être humain qui vit en haut d'une montagne et puis qui consacre sa vie dans la sobriété à se cultiver, à cultiver sa propre énergie. En réalité, un immortel, c'est un être ascensionné. Donc, si tu veux, dans le taoïsme, il y a vraiment cette notion, il y a vraiment cet enseignement que l'existence humaine, elle a un potentiel qu'on ignore quasiment tous. Et qui est un potentiel de sublimation et d'ascension, y compris avec le corps physique. Donc c'est ça le but. Eh ben je sais pas si c'est ça le but. Oui, on pourrait dire que oui. Après, ça va loin, quoi. Ouais. En tout cas, je sais que dans la culture tibétaine, certains maîtres, en tout cas, enfin moi j'y crois. Après, c'est vrai que ça peut paraître méga perché, mais se transforment en arc-en-ciel. Oui, bah oui. Et donc, et que du coup, en tout cas, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, ça se rejoint en fait. C'est que une fois qu'on fusionne avec le tout, on devient le tout. Et si on devient le tout, on n'a plus d'enveloppe corporelle. Du coup, on fusionne avec le tout. Et donc, 3, 10, 19, 10 000, en fonction des besoins. Oui, il y a vraiment ces notions-là, en fait, aussi dans le taoïsme aussi. Tu vas retrouver, en fait, des lignées d'enseignement d'alchimie intérieure et puis des hagiographies aussi, donc des biographies, tu vois, de grands maîtres, des histoires de grands maîtres qui avaient atteint un niveau de cultivation spirituelle très élevé, où il s'agit vraiment d'ascension complète de la personne. Ou comme dans le bouddhisme tibétain, tu as ces histoires, si tu veux, de corps arc-en-ciel, de personnes, des pratiquants qui transforment leur corps en énergie, en fait, en lumière. De la même façon, dans le taoïsme, toi, tu vas trouver des histoires de maîtres qui ascensionnent en plein jour avec leur corps physique, puis qui remanifestent leur corps physique en 3 corps physiques, en 10 corps physiques, en 10 000 corps physiques, en pas de corps physique. Tu vois, typiquement, les bodhisattvas, par exemple, vont être considérés comme des maîtres ascensionnés, qui vont avoir la capacité de se manifester avec le corps qui leur est nécessaire pour intervenir là où ils ont besoin d'intervenir. Ce que ça nous dit, en fait, c'est qu'il y a vraiment, enfin, ce qu'on considère vraiment dans le taoïsme aussi, c'est qu'il y a des dimensions de manifestation différentes. Donc, nous, ici, sur notre petite planète Terre, toi et moi, là où on est dans une certaine dimension de manifestation. Mais il est possible, en fait, de sublimer notre existence pour avoir accès à d'autres dimensions d'existence. Et ensuite, de circuler entre ces dimensions. Et alors, du coup, c'est peut-être mon côté enfant. Mais est-ce que toi, tu as été témoin, j'allais dire, de phénomènes, enfin, en tout cas, de phénomènes un peu magiques, ou est-ce que tu as vu des choses de tes propres yeux? Je sais pas, Enfin, je sais que moi, j'ai entendu des histoires de personnes qui ont vu des personnes presque disparaître devant leurs yeux. Enfin, des histoires un peu extraordinaires comme ça. Oui, ça arrive. Est-ce que tu peux nous partager une histoire ou une anecdote comme ça? Alors, qu'est-ce que je pourrais te raconter? Je vais te raconter une histoire de quand j'étais au Vietnam. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé une période de ma vie au Vietnam, dans des montagnes, dans le sud du Vietnam. Dans des montagnes qui sont des endroits où il n'y a personne, en fait, quasiment, en fait, à part quelques ermitages. Donc pour des ermitages bouddhistes, mais bon, il y a aussi des bouddhistes qui ont des pratiques taoïstes. En fait, faut pas croire, c'est pas toujours très bien délimité, surtout au Vietnam. Et puis donc, j'avais passé à une période de ma vie plusieurs mois dans une montagne où c'était fantastique. Moi, j'adorais ça. J'habitais dans une petite cabane sur pilotis, en bambou, au milieu dans la jungle, en fait, sans mur. Donc, ouais, c'était top.
Donc, j'avais ma petite moustiquaire, j'habitais dans ma cabane en bambou et puis j'étais toute seule. Donc, je mangeais du riz et puis des herbes sauvages. Enfin, il y avait un vieux moine qui habitait pas très loin, donc j'allais le voir de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais toute seule. Et puis la journée, souvent, j'allais aussi me promener dans la montagne. Il y avait beaucoup de grottes. En fait, c'était une montagne qui est traditionnellement, si tu veux, depuis des siècles, est habitée uniquement par des ermites. Et puis, par exemple, une fois, je me souviens, j'étais dans une petite grotte, avec pas très profonde, hein, tu vois, avec une entrée comme ça, et je m'étais installée pour méditer. Et puis, j'étais assise, donc j'avais les yeux fermés. Puis là, je sens un truc comme si il y a quelqu'un accroupi en face de moi en train de me regarder. Le truc, c'est étrange, quoi. Ouais. Puis j'ouvre les yeux, puis je vois une espèce de personnage avec du orange, comme ça, en face de moi, et pouf, il disparaît. Mais devant mes yeux. Là, j'étais là, bon. Donc, par exemple, dans cette montagne, il m'est arrivé ça. Enfin, il m'est arrivé plein d'histoires. Et là, quoi, tu sais que Voilà. c'est Donc, pas une... je ne savais rien. J'étais là, bon. Peut-être je tripe. Tu vois. Et puis du coup après, quelques jours après, je discutais avec le vieux moine qui habitait juste à côté. En fait, c'était son ermitage. En fait, moi, j'habitais dans une des cabanes qui était rattachée à son ermitage. Et je lui raconte cette histoire. Et il me dit ah oui, t'as eu de la chance. C'est un des pratiquants de la montagne qui est à un certain niveau déjà, donc on le voit pas souvent. Qui juste, tu devais être à un de ses endroits de pratique habituels ou quoi, et donc il s'est manifesté à toi pour que tu le vois, juste pour te dire que c'était bon, tu pouvais être là. C'est ce qu'il m'a dit, par exemple. Donc, c'est là, bon, d'accord. Mais oui, c'est possible. Enfin, il y en a plein des histoires. Il y en a plein des histoires. Bon, alors, si tu veux, tu as le socle fondamental, qui va être la cosmologie, en fait, et la métaphysique taoïste. Et puis, à partir de là, tu vas avoir une spiritualité, un enseignement, en fait, qui va se dégager, dont, effectivement, l'objectif, ça va être de retourner à l'union avec la source, l'union avec le Tao, l'union avec le grand un. Et donc, dans cet objectif, si tu veux, la personne va être invitée à ce qui s'appelle se cultiver. Voilà, la culture de soi, qui en fait n'est pas tellement de la culture, mais plutôt une restauration de l'état de nature. Donc. Et pour ça, il va y avoir un certain nombre d'outils. Donc, tu vois, comment est-ce que la pratique, en fait, va être intégrée dans la vie pour permettre ça? Alors, on l'a vu que c'était dans une relation avec la nature, que c'était dans une certaine sobriété. Dans le taoïsme, on parle toujours de la double cultivation, de la cultivation duelle. Tu vois, on dit toujours qu'il y a comme deux aspects en fait dans la pratique. Il y a un aspect yin et il y a un aspect yang. Il y a un aspect physique et il y a un aspect matériel, concret dans l'action. Et puis il y a un aspect immatériel, intangible dans la non-action. Typiquement. Donc tu vas avoir l'aspect physique dans l'action où là on va vraiment travailler avec le corps, avec le matériau brut du corps et avec l'énergétique du corps. Donc, ça va faire intervenir vraiment des pratiques déjà pour renforcer le corps, tu vois, pour le fortifier, pour que le corps soit solide, tu vois, pour générer de l'énergie aussi, parce que le corps lui-même peut générer beaucoup d'énergie, pour l'accumuler et ensuite pour la raffiner, pour la spiritualiser. Et là-dedans, tu vas trouver, si tu veux, toutes les pratiques des arts martiaux, du Qigong, et puis fondamentalement aussi toutes les pratiques qu'on appelle du Yang-Sheng, donc toutes les pratiques pour nourrir la vie, qui vont être un peu la base de la médecine, si tu veux, dont le Qigong fait partie en fait, dans une certaine mesure, qui vont vraiment constituer des exercices physiques pour assouplir le corps, mais aussi de la diététique, aussi tu vas être concerné par les habitudes de vie physique de la personne. Et puis de l'autre côté, tu vas avoir tout l'aspect de la cultivation plus intangible, tu vois, sur l'aspect plus immatériel de la personne, qui va vraiment être en fait une pratique de purification de la conscience, la purification du cœur, comme on dit. Mais en fait, le cœur en chinois, c'est pas le cœur émotionnel de l'Occident, c'est le cœur esprit, c'est le cœur conscience, c'est la conscience. Donc, on va vraiment viser à une purification de la conscience. Donc, avec ça, beaucoup de méditation. Et avant même la méditation, une certaine pratique des vertus, de ce qu'on appelle des vertus. Et du lâcher prise en fait, donc pour simplifier en fait la conscience, pour enlever du désir, pour enlever des attachements, pour générer de l'espace et pour pouvoir purifier, élargir la conscience, la rendre plus lumineuse. Donc si tu veux, tu as ces deux aspects-là. Et puis un petit peu à la jointure de ces deux aspects, tu as le Qi qui fait vraiment le lien entre le mental et le physique.
Donc, entre l'absolument immatériel et le matériel. Et pour nous, c'est beaucoup lié aussi aux émotions. Donc, il va aussi y avoir un travail sur les émotions, où dans le taoïsme, en fait, il y a une recherche de l'apaisement des émotions. Pour trouver un certain équilibre, pour une constance, une certaine paix intérieure qui va vraiment être fondamentale, en fait, pour avoir ensuite une énergétique stable et solide qui va pouvoir être raffinée et transformée et amenée à l'ascension. Donc, si tu veux, les pratiques fondamentales de la culture de soi, pour un pratiquant taoïste, elles vont avoir tous ces aspects-là. L'aspect du corps, de renforcement du corps, d'harmonisation du corps avec les cycles naturels. L'aspect vraiment d'apaisement du mental, d'ouverture, de purification de la conscience. Et puis, le travail entre les deux avec le chi, avec un apaisement et une accumulation du chi. Donc, tu vas Alors, trouver des le arts chi, martiaux. pour ceux qui ne savent pas. Le chi, pour ceux qui ne savent pas, le chi, c'est le souffle, c'est l'énergie. L'énergie vitale. C'est d'union entre le physique et le non-physique. C'est vraiment le travail énergétique par excellence. Voilà. Après, au-delà de ça, si tu veux, à partir du substrat fondamental taoïste, à partir de la métaphysique et de la cosmologie taoïste, tu vas avoir un certain nombre de disciplines qui vont être développées dans l'histoire de la culture chinoise. En fait, le taoïsme est indissociable de l'histoire de la culture chinoise depuis le début du début, si tu veux. Donc, par exemple, toute la médecine chinoise va venir du taoïsme. C'est-à-dire qu'à l'origine, la médecine taoïste et la médecine chinoise, elles ne sont pas du tout différenciées. Et donc, un taoïste va pouvoir se plonger dans des études de médecine qui vont toutes être dérivées du même substrat fondamental. Et d'ailleurs, tous les taoïstes, généralement, ont des notions de médecine. C'est quand même intéressant parce qu'on a vraiment cet aspect d'autonomie et de prévention. On a une relation à la nature, une relation au corps, à l'esprit, aux émotions, où il y a une certaine connaissance, il y a une recherche de connaissance de soi-même, de son propre corps, de son propre esprit, de ses émotions et de comment l'harmoniser avec la nature pour être relativement autonome du point de vue de sa santé. Et ensuite, quand on développe ça, on peut même en devenir médecin et soigner les autres, par exemple. Donc ça va vraiment être une discipline qui va émerger du taoïsme et qui va se développer. Après, t'en as d'autres. Après, il y a tout un aspect de rituel aussi. Ou à partir, où, tu vois, comme on le disait au début, où le taoïsme à la base c'est un chamanisme, c'est une mystique. Et puis au fil du temps, si tu veux, le taoïsme va aussi se développer en religion. Donc d'abord en collectif, qui vont pratiquer de façon collective ensemble une certaine spiritualité, qui va ensuite s'institutionnaliser et devenir une religion, avec parfois tous les défauts qu'une religion peut avoir, par ailleurs. Et puis au sein en fait de tout ce développement du taoïsme, il y a des pratiques rituelles vraiment importantes. Donc tu vas avoir des pratiques qui vont ressembler à des cérémonies chamaniques en fait, qui vont vraiment avoir pour objet de se relier aux forces cosmiques et de se relier aux forces de la nature. Et puis aussi parfois d'ouvrir des portails multidimensionnels, donc des portails aux autres dimensions pour pouvoir permettre aux maîtres déjà ascensionnés de communiquer avec nous, ou nous de communiquer avec eux par exemple. Ou alors pour pouvoir travailler, faire du travail énergétique, si tu veux, de transformation de l'énergie, qui là va permettre de la guérison, ou bien l'exorcisme, ou bien de nettoyer un champ énergétique collectif, par exemple un endroit où il y a une guerre et où il y a encore plein d'énergie très violente qui traîne pour nettoyer ça, etc. Donc il y a tout un aspect de pratiques rituelles et cérémonielles qui est vraiment important, qui sont des pratiques énergétiques en réalité, qui sont parfois collectives. Donc tu vas avoir des grandes cérémonies avec plein de prêtresses et de prêtres ensemble, des musiciens, des chanteurs, dans des grandes cérémonies massives qui durent des heures et des heures et des heures, ou parfois très individuelles. Où là tu vas avoir des personnes qui vont être en ermitage, concentrées sur leurs propres pratiques, et qui en fait font de la magie, en fait sont des magiciens. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi, si tu veux. Après, tu vois, en tant que discipline, il y a tout l'aspect des arts martiaux, qui est très lié au taoïsme aussi, surtout les arts martiaux internes. Dans le sens où dans les arts martiaux internes, on est vraiment préoccupé par... Enfin,
on va dire, le focus des arts martiaux internes, c'est une recherche de comment on développe l'énergie de l'intérieur, comment est-ce qu'on développe la force de l'intérieur. Donc, pas en confrontation directe, mais en utilisant la force de l'adversaire et puis en générant directement du chi, par exemple. Et bon, ça va être des pratiques qu'on va retrouver, qui sont connexes avec d'autres, si tu veux, avec celle du travail de l'énergie, évidemment, avec celle de renforcement du corps, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui nous manque? Bon, il y a les pratiques. Voilà, tu as les pratiques de géomancie, où là, c'est vraiment une question de, comme on en parlait tout à l'heure, de connaissance de la nature, de l'environnement naturel, des forces, des lignes de force de l'environnement naturel, et puis de la circulation de l'énergie dans l'espace, pour pouvoir l'utiliser, en fait. Pour pouvoir l'utiliser pour son propre développement, pour la santé, pour la connaître et l'utiliser. Il y a aussi toute une discipline d'astrologie, de divination, avec le I Ching, qui est vraiment pareil, basé sur la cosmologie fondamentale taoïste, qui est très développée et en fait qui est vraiment bluffante, parce qu'une fois qu'on est rentré là-dedans, ça peut être très très détaillé et très très précis. Mais après, si tu veux, toutes ces disciplines, elles viennent vraiment du même fondement théorique. Et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme taoïstes. Après, tous les taoïstes ne sont pas nécessairement des experts dans chacune de ces disciplines. Bah oui, Parce j'imagine qu'il y en a beaucoup une vie. Et c'est ça qui est assez incroyable, en fait. À partir d'une cosmologie et d'une métaphysique, si tu veux, c'est développer un certain nombre de disciplines très pointues, avec une connaissance fabuleuse, en fait, de la nature, de l'être humain et de la transformation, en fait, des choses. Par exemple, tu as les gens qui sont vraiment les spécialistes, si tu veux, par exemple, de la divination. Il y a des méthodes de divination où c'est presque possible de calculer, si tu veux, les périodes où tu vas perdre de l'énergie, celles où tu vas en gagner, comment, de quelle façon, quand est-ce que tu peux mourir, si tu tombes malade, est-ce que tu vas guérir ou pas, d'où va venir la médecine. Enfin, c'est très, très précis, ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et du coup, peut-être la question qu'on pourrait se poser, c'est comment choisir parmi toutes ces disciplines par laquelle on doit commencer? Est-ce que c'est juste une question d'affinité? Je pense que bien sûr, c'est une question d'affinité, c'est une question de destinée. Parce qu'après, c'est toujours une rencontre aussi. C'est-à-dire que, comme je te le disais au début, le taoïsme, c'est une tradition qui est vivante. C'est une transmission qui est vivante. Donc, il y a des textes, mais les textes, ils doivent être faits vivants. Donc, c'est aussi des questions de rencontre et de transmission vivante. Donc, de destinée. Mais après, on peut toujours commencer par le début. Et puis, le début, c'est nous-mêmes. Et de toute façon, c'est ça qui est important, en fait. C'est nous-mêmes avec notre propre vie, avec cette petite parcelle à l'intérieur du grand tout. Et de qu'est-ce qu'on en fait, et de comment est-ce qu'on la vit, et de qu'est-ce qu'on en connaît. Il y a quand même je veux dire, dans le taoïsme, il y a quand même une quête, qui est une quête très personnelle, tu vois, de sens, par rapport à qui on est, quelle est notre existence, quel est le potentiel de notre existence, tu vois, de recherche sur qu'est-ce qu'on peut faire de notre énergie, qu'est-ce que c'est que cette énergie de la vie qu'on porte. Et donc moi, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, comme là, on fait cette interview quand même dans un moment vraiment spécial. Je pense qu'il y a des aspects du taoïsme qui sont vraiment très importants pour là, maintenant, tout de suite, pour aujourd'hui, et pour chaque personne, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que je t'en parlais un peu tout à l'heure, en essayant de vraiment montrer comment c'est ça l'essence, en fait, du taoïsme, que c'est une pratique, que c'est la question de comment est-ce qu'on vit notre vie. Et est-ce que notre propre vie est en cohérence avec le vivant, avec la force de la vie? Est-ce que notre propre vie est en intégrité avec la force de la vie ou pas? Parce qu'en fait, dans le taoïsme, dans la médecine taoïste, on considère vraiment que quand une personne tombe malade, c'est qu'elle est en déséquilibre avec la nature. En fait, elle n'est plus en harmonie avec la nature, elle n'est plus en harmonie avec les forces de la nature et avec les forces de la vie. Et donc, dans le taoïsme, il y a vraiment quand même cette vision qu'on est minuscule et qu'on est juste des petites parcelles de cette force de vie qui nous anime, qui nous respire,
Et que si on tombe malade, c'est qu'on est sorti de notre alignement avec ça. Et là, on est vraiment dans un moment où je pense que c'est évident du point de vue en fait, global, collectif des sociétés, qu'on vit dans des sociétés qui ont un mode de fonctionnement qui est complètement désaligné du vivant, de la force de la vie, et qu'en fait, c'est pas étonnant qu'on en soit là où on est aujourd'hui. Et quelque part, c'est un moment qui est difficile. Moi, il y a des moments où je me suis sentie vraiment triste ces derniers jours, où j'ai perçu, tu vois, un champ d'énergie collectif très, très agité, très triste. Il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de peur. Et puis aussi très révoltée, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de n'importe quoi, et que les valeurs sont encore sur la tête. On est encore dans un système qui fonctionne avec des valeurs sur la tête. Et donc là, on a vraiment besoin quand même de nous se réapproprier nos vies à nous, notre petite parcelle de vie à nous, et de se demander comment est-ce qu'on veut les vivre, est-ce qu'on est capable de revenir en cohérence avec le vivant, est-ce qu'on est prêt à examiner les aspects de nos vies qui ne le sont pas, et à lâcher prise, à redonner de l'espace pour que les choses puissent se rééquilibrer, revenir en harmonie et guérir. Est-ce qu'on est prêt à avoir un mode de vie plus écologiste, plus minimaliste, qui donne de la vraie vie aux vivants, qui soit vraiment en bonne santé? Donc ça, oui. J'ai ce questionnement-là pour nous tous, en fait. Et j'espère qu'on va le faire. Cette invitation en tout cas de cette période, en tout cas que je partage aussi, de la vie à, comme tu disais, à vivre davantage en harmonie avec la nature, en tout cas à se rééquilibrer, à s'aligner, quoi. Oui. Et comme tu disais, c'est chacun à son niveau. C'est ça, de façon à ce qu'on est prêt à prendre la responsabilité pour soi-même, de façon autonome, mais aussi collective. Oui, là où on est exactement. De vivre avec plus de sobriété, plus de simplicité, avec plus de révérence envers la nature, en se renforçant nous-mêmes aussi, pour être prêt en fait, à être solide, à être dans l'intégrité, même si la société, ou en tout cas ceux qui la dirigent, vont encore dans le sens inverse, quoi. Oui, et aussi je voudrais vraiment rajouter que ce que nous enseigne la vision taoïste, c'est que rien n'est plus sacré que la vie. Et que le grand Tao est un, que la vie est un, que toutes les formes de vie en fait sont une petite parcelle de la vie elle-même, et qu'elles sont toutes reliées et toutes interdépendantes, qu'en fait on est toutes les membres d'une famille, d'une seule famille, qu'en fait tous les autres êtres humains sont un membre de ma famille, et tous les autres espèces vivantes, tous les autres êtres vivants, que ce soit du règne animal, végétal, minéral ou même invisible, font tous partie de ma famille, sont tous un membre de ma famille, auquel je suis reliée et avec lesquels je suis dans une relation d'interdépendance. Donc quand je les sers, je me sers moi-même. Quand je les blesse, quand je leur fais du mal, je me blesse, je me fais du mal à moi-même. C'est vraiment primordial, je pense, qu'on revienne à cette vision d'unité, à cette compréhension d'unité avec la vie, avec le vivant. Et que même si on est dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup d'institutions et beaucoup de personnes, y compris au pouvoir, qui ne sont pas du tout alignés sur cette valeur et sur cette vision et sur cette unité, un autre être vivant en fait n'est jamais notre ennemi. Parce qu'il est une partie de nous-mêmes à laquelle on est relié et avec laquelle on est en interdépendance. Mais qu'il existe bien des courants d'énergie qui peuvent être néfastes, qui peuvent être pleins d'avidité, d'égoïsme, d'aveuglement et de destruction, et que c'est ces courants-là d'énergie qu'on va chercher à transformer.